L'Undertaker. 30 ans de frissons, 30 ans de terreur, 30 ans de mystère, 30 ans de passion, 30 ans d'un phénomène. En ce fameux soir de Thanksgiving du 22 novembre 1990, lors des Survivor Series, le monde entier te découvrit. Froid et dur comme le marbre, le pas lent mais décidé à la fois, comme déjà tourné vers un objectif clair, impressionner et détruire tes adversaires, et faire trembler de peur les 16 000 personnes présentes au Hartford Civic Center. Hommes, femmes, enfants, dès tes premiers pas, tu n'as laissé personne indifférent. À commencer par cet enfant de 11 ans, subjugué parce qu'il venait de voir, et qui n'aurait jamais pensé que, 30 ans plus tard, il serait en train de te rendre hommage pour commémorer tes adieux au divertissement sportif. Aujourd'hui, tout fan de catch qui se respecte est en mesure de dire que l'Undertaker laissera une empreinte indélébile dans sa discipline. Tu nous auras laissé tant de souvenirs et tant d'émotions. Une série d'invincibilité à WrestleMania qui ne sera jamais battue et dont personne n'oubliera la fin. The streak is over, dira Michael Cole. Mais comme le disait Federico Fellini, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a que la passion infinie de la vie. Des rivalités inoubliables face à Mankind, Triple H, Shawn Michaels, Kane, ton frère de destruction, Yokozuna, Batista, Edge, Randy Orton, Steve Austin et même Mr. McMahon himself. Un personnage qui a également su se renouveler. Deadman, Lord of Darkness, Ministry of Darkness, American Badass, Big Evil. Quel que soit ton personnage, tu ne laisseras jamais personne indifférent. Et bien évidemment, nous n'oublierons surtout pas ton presque fidèle manager, le légendaire et charismatique Paul Bearer, sans qui l'Undertaker n'aurait probablement jamais été l'Undertaker. Oh yes! Ce dimanche 22 novembre 2020, lors des Survivor Series, tu viendras clôturer un 30e chapitre, le plus important de tous. Cette fois-ci, ce n'est pas toi, mais nous tous, qui tirerons notre chapeau pour te dire... Hé hé. Alors oui, là je sais, je viens de plomber l'ambiance dès le début de la vidéo, je suis désolé. Je vous laisse reprendre vos esprits, vous êtes sûrement en train déjà de sécher vos larmes. C'est vrai que cette intro est assez émouvante, mais en même temps, voilà, on célèbre quand même le Taker ce week-end. C'est quand même un événement important. 30 ans jour pour jour en plus, c'est le hasard du calendrier, puisque effectivement c'était le 22 novembre 1990 qu'a eu lieu ce Survivor Series, là, avec le début de Taker, et ce Survivor Series de cette année, ça sera aussi le 22 novembre, donc c'est le hasard. Donc c'est le moment idéal pour s'arrêter, et pour faire une promo et célébrer ensemble le Taker. Il le mérite amplement, et ce n'est, je pense, qu'une première pierre, puisqu'il y aura forcément le Hall of Fame d'ici quelques temps, peut-être même déjà dès l'année prochaine, même si il y a déjà des intronisés de cette année qu'on n'a toujours pas mis à l'honneur. Donc un Survivor Series qui est très particulier, puisque c'est vrai que le build-up est pas terrible. Ils sont un peu plantés à ce niveau-là par rapport aux autres années où on commençait à avoir une petite habitude des invasions. Les Team SmackDown qui rentraient à Raw et inversement, avec les petits t-shirts rouges, les petits t-shirts bleus, et ça se foutait sur la gueule. Voilà, c'était un petit peu les petites habitudes qu'on était en train de prendre. Là, il y a rien eu de tout ça, et malheureusement, on n'est pas très investi dans la plupart des matchs, soit parce que il y a zéro build-up, mais vraiment absolument zéro build-up, soit parce que ils ont ajouté 2-3 ingrédients, mais pas la folie, quoi, pas la folie, et ou alors ça s'est fait à la dernière minute, quoi, comme on en parlera tout à l'heure. On va parler de tout ça dans le détail. Maintenant, oui, je suis un peu déçu par ce build-up, c'est déjà la première chose à dire sur ce pay-per-view. Donc la hype, on va dire, elle est moyenne, elle est assez moyenne, même s'ils ont un petit peu relevé le niveau, heureusement,
hier soir à Raw, dans un épisode que j'ai trouvé vraiment très très bon. J'étais vraiment surpris et agréablement surpris. Pour moi, c'est peut-être même le meilleur Raw de l'ère Covid, quasiment, hein, ou l'un des meilleurs Raw. Surtout pour des go-home shows, hein. Un go-home show en général c'est pas terrible. Là ils ont vraiment fait un excellent boulot, j'ai trouvé, et un changement de titre important en fin de show, hein. Donc c'est qui était pas, voilà, auquel on s'attendait peut-être un petit peu au vu du dernier SmackDown, mais c'est des choses qui n'étaient pas prévues à la base, hein. Donc ils ont un peu bouleversé le programme. Donc on va parler de tout ça dans le détail. Maintenant on va se reconcentrer sur le Taker. Je vais en parler tout de suite puisque malgré le fait que j'en parle au début, moi je serais bien tenté de mettre la célébration de Taker en main event en fait, parce que c'est le Taker, c'est les 30 ans, c'est ses adieux, c'est quand même quelque chose, quoi. C'est un événement très important dans l'histoire du catch même, hein, qui va se passer là. Donc je pense que le meilleur des choses ce serait de faire ça en fin de show. Cette promo du Taker, cette célébration et sûrement quelques surprises. Et d'ailleurs, je m'étais déjà posé la question récemment, est-ce que c'est déjà arrivé d'avoir un vrai segment avec promo, etc. en fin de pay-per-view, quoi, pour clôturer un pay-per-view. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Ou alors si c'est arrivé, ça fait il y a très très longtemps, ou alors des pay-per-view que j'ai peut-être même pas vu. C'est quelque chose de rarissime. Donc, mais vu l'événement en question, je pense que ça mérite d'être fait. Ça mérite d'être fait. Franchement, si on le fait pas avec Taker, avec qui on le fera, quoi. Et on sait déjà que, en tout cas, il y a des invitations qui ont été lancées. Savio Vega a dit qu'il viendrait, hein, parce que on lui a demandé s'il pouvait venir, il a dit oui, etc. Bon, voilà, il va venir. Mais on parle même carrément du Bond Street Crew, donc un peu le clan, hein, l'amitié forte entre Taker et plusieurs personnes, plusieurs anciens lutteurs. Et on parle donc de Savio Vega, on parle du Godfather, hein, aussi, hein, ex-Papa Chango également. On parle de Rikishi, hein, le père des Usos, et on parle des Godwins, hein, Henry et Phineas Godwin, hein, aussi, et on parle peut-être même de Kane, et on parle aussi de JBL. Voilà, ça c'est deux autres noms. Kane, ça serait quand même loin d'être déconnant. JBL, j'en suis moins certain, mais pourquoi pas. Mais surtout le Bond Street Crew, donc tout le clan de Taker. Mais malheureusement, bien sûr, pas de Yokozuna, hein, vous vous en doutez. Mais il y a, voilà, c'était un clan assez soudé, qui a quand même qui est là depuis très longtemps, hein. Finalement, c'est une longue amitié, tout ça. Donc plusieurs personnes pourraient être là, et devraient même être là, pour sûrement lui faire un hommage, venir sur le ring. Ça ressemblera peut-être à ce qui avait été fait avec Ric Flair, où il y avait énormément de monde qui était venu sur le ring, avec un Ric Flair qui était aux larmes. Je suis pas sûr que Taker soit dans le même mood lors de ce segment. C'est parce que c'est pas le même personnage, on va dire, mais voilà, je pense qu'il y aura quand même une certaine émotion. Michel McCool, je serais aussi étonné de pas voir Michel McCool, hein, ça aurait quand même du sens. Voilà, donc il y aura sûrement des noms peut-être auxquels on s'attendait pas, et peut-être des ajouts, quoi. Même Vince McMahon, même Vince McMahon, je serais pas surpris qu'il vienne. Triple H, Shawn Michaels, voilà, c'est tous ces noms là qui ont fait la carrière de Taker, hein, aussi. Donc voilà, on va bien voir ce que ça va donner. Ça va être très émouvant. Maintenant, il y a quelque chose qui me mettrait hors de moi, mais vraiment dans une rage, d'une grosse rage, dans ma vidéo review. De toute façon, je le ferai si ça arrive. C'est une intervention du Finn avec une mandible claw. Parce que là, j'en pourrais plus. Qu'on ne nous vende surtout pas une nouvelle feud ou un nouveau match, qui serait peut-être donc du coup Taker contre le Finn. Surtout ne tombez pas là-dedans. Ce serait horrible. Ce serait d'une malhonnêteté aussi crasse, parce que je suis désolé, quand on nous présente les choses comme ça, à multiplier les hommages, les documentaires là sur le WWE Network, qui sont très bons d'ailleurs, hein, je les ai tous vus là, ils sont très bons. Il y aura même encore un autre podcast de Stone Cold Steve Austin avec Taker, qui sera déjà le deuxième entre les deux. Voilà, on fait une grosse célébration là. On fera une grosse célébration là. On célèbre le Taker. Il l'a dit dans son documentaire The Last Ride là. Ça y est, pour moi c'est fini. Le coup il faut jamais dire jamais. Apparemment c'était même une demande de Vince de rajouter ce petit bout.
ce petit passage, mais c'est pas du tout le souhait de Taker. Lui, pour lui, il veut s'arrêter, point barre. Et même lorsqu'on l'interroge sur les cinématiques match, bah lui, finalement, il est pas forcément un très très grand amateur du genre. Hein, il faut le dire, il l'a dit lui-même. Donc déjà, tu peux même pas faire de cinématique match en supplémentaire. Donc et puis le ring, c'est plus la peine. Donc non, tout est barré. Il y a plus rien à faire pour Taker. C'est le moment, c'est la date idéale. C'est la date idéale pour s'arrêter. Donc faites ce segment, finissons le pay-per-view de façon vraiment émouvante, avec de la meilleure façon possible, mais surtout évitez-nous le feed, parce que je vois pas d'autres personnes pour intervenir. En tout cas, s'il doit y avoir un lancement de feud ou un lancement de programme, Sting, ce serait la belle surprise, mais faites pas un match, pareil. Sting peut faire une présence, ça ce serait sympa, mais surtout ne faites pas comme s'il y avait un match potentiel dans les mois à venir, notamment à Mania. Arrêtez cette connerie, quoi. Alors je reparle du film parce que effectivement, je vais vous remettre ce petit montage. Voilà, il y a l'année dernière, c'était en septembre 2019, il y avait eu un Firefly Funhouse où on voyait un réveil où il avait marqué 316, donc au Stone Cold, et Bray Wyatt avait donné un coup de maillet, enfin un petit coup de marteau là sur le truc, sur le réveil, et c'était transformé, le 316 était transformé en 11-19. Là-dessus, déjà il y a un an, était déjà parti un certain nombre de théories autour de ce 11-19, qui on pensait forcément plus facilement au 19 novembre, hein, parce qu'il faut inverser bien sûr en anglais, enfin aux États-Unis, en Angleterre, faut inverser les dates. Donc ça ferait peut-être référence au 19 novembre. Mais 19 novembre, effectivement, c'est une date qui pourrait coller avec le Taker. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, certes, mais comme je vous le disais, bon bah oui, le 22 novembre, c'est la vraie. En 90, c'était les vrais débuts de Taker au Survivor Series, mais en réalité, il avait vraiment fait ses débuts in-ring à la WWE le 19 novembre, 3 jours avant. C'était dans un show qui s'appelait Superstars à l'époque, sauf que ce match n'avait pas été télévisé tout de suite. Il l'avait diffusé à l'écran que au mois de décembre, donc après les Survivor Series. Donc en fait, son premier match, qui n'était pas finalement passé à la télé tout de suite, il avait été quand même enregistré le 19 novembre. Voilà donc pourquoi est-ce qu'on peut faire aussi un parallèle avec le Taker par rapport à cette date. Et comme vous pouvez le voir aussi, toujours sur l'illustration, dans un récent épisode de Firefly Funhouse, hein, puisqu'il y a Alexa Bliss, hein, donc c'est vraiment très récent, et ben vous voyez, regardez le chapeau. Le chapeau de Wyatt, on retrouve ce fameux 19-11. Donc, donc on n'avait pas vu depuis un an, hein, ce truc. Donc, il aura mis ça sur le tapis. Ouais, alors après, il y a plein de gens qui sont partis sur des théories, sur des histoires de versets de la Bible, sur Matthieu, sur les histoires de grêle, de tempête, d'éclairs, d'orage. Non mais là, on va pas aller chercher on va pas chercher si loin que ça, quoi. On va pas se prendre la tête non plus à ce niveau-là, parce qu'il y a même des trucs de numérologie avec le triple nombre. Le 1-1-1, enfin bref, il y en a qui sont allés très 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 loin dans l'histoire. Maintenant oui, ce qui me fait juste peur, c'est le 11-19, qui effectivement on peut tout de suite penser à Taker par rapport à ses débuts. C'est pour ça que ça me fait quand même un tout petit peu peur qu'il intervienne pour lancer un programme. Je le dis, je ragerai très sévère et je lancerai un gros coup de gueule dans ma vidéo review s'ils le font. S'il apparaît uniquement sans attaque, sans qu'on ait l'impression qu'il y a un programme, pourquoi pas. Voilà, on sait jamais. Un petit passage de témoin, un truc peut-être un peu, voilà. Mais surtout, ne faites pas plus, quoi. Pas plus. En fait, en gros, ne nous donnez pas l'impression qu'il va y avoir un one more match, quoi. One more match, comme dirait Christian. Ne nous donnez pas cette impression. C'est tout ce que je veux, en fait. Qu'on finisse le show, parce que pour moi, c'est ça qui doit finir le show. Qu'on finisse le show avec émotion et en se disant waouh, ça c'était quand même un sacré hommage, quoi. Ça fait hommage à Taker, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ce qui va se faire autour de Taker et de cette célébration qui est quand même bien méritée. Maintenant, on va passer tout de suite à la carte, hein, puisque il n'y a que 6 matchs annoncés, 6 matchs Raw contre SmackDown, hein, traditionnels. 6 matchs, ça fait pas beaucoup, mais en même temps,
avec les matchs Survivor Series 5 contre 5, hein, je pense qu'ils vont durer relativement longtemps. Il y a 2-3 matchs qui peuvent aussi durer. Et puis évidemment, il y a le segment Taker qui peut aussi bien prendre 10-15 minutes à lui tout seul. Donc au final, si on va avoir un pay-per-view encore avec une durée décente, hein, de 3 heures maximum, je pense que ça le fera. Hein. Ça le fera. Il n'y a pas forcément besoin d'en ajouter un septième. De toute façon, là, je pense que il y en aura pas d'autres, puisque voilà, on met que les titres à l'honneur. Hein. C'est que des champions versus champions. Les deux matchs 5 contre 5. Voilà, j'avais pensé éventuellement à un match tag team 10 contre 10, donc 5 équipes contre 5 équipes. Mais quand on regarde le roster, il y a pas assez. Il y aura pas assez, il y aura pas le compte. Donc puis Street Profits, New Day sont déjà occupés, donc il y aura pas le compte. Donc et puis s'ils le font, éventuellement ce sera en kick-off, mais je vois pas. J'ai essayé de faire le compte, à moins de créer des équipes, mais je vois pas. Ils vont pas le faire, je pense. Et puis ça mobiliserait 20 personnes sur le ring. Et on a vu à WrestleMania, ils ont annulé la bataille royale d'André le Géant et puis la bataille royale féminine, parce que c'était la même chose. Il y a au moins ça mobilise aussi une vingtaine de personnes, 20 30 maximum. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'ils feraient pareil là avec un match de 20 personnes. Donc je pense qu'ils le feront pas et il y aura pas le roster suffisant pour le faire de toute façon. Voilà. Le match du kick-off, de toute façon là, je peux pas vous pronostiquer un match du kick-off qui impossible à pronostiquer puisque là, ça peut être n'importe quoi. On peut avoir vraiment tout ce qu'on veut. On aura peut-être 2 matchs. Je pense pas qu'on fera 2 matchs. Hein. A priori, le kick-off est prévu pour minuit, pay-per-view à 1 heure. Donc, je pense qu'on va juste caser un match et puis ça suffira. Hein. Mais on est sur un pay-per-view du Big Four, donc on sait jamais. Mais je pense pas. Je pense pas un match suffira. Et puis, mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Allez, on va passer donc à la carte avec un premier match entre Bobby Lashley et Sami Zayn, hein, donc le champion des États-Unis et le champion intercontinental. C'est l'affiche clairement qui donne le moins envie, hein, et d'autant plus que elle rappelle de très très mauvais souvenirs, hein, comme je pouvais le voir là. Franchement, oui, désolé, je vous rappelle de très mauvais souvenirs que vous aviez peut-être déjà oublié et que vous n'auriez pas voulu revoir, mais je suis obligé de le ressortir. Les sœurs de Lashley. Les sœurs de Lashley, hein, ce segment horrible, hein, qui était, c'est quelque chose qui était traumatisant, j'ai envie de dire. C'était traumatisant. Et un autre segment qui était toujours dans une feud, hein, entre Bobby Lashley et Sami Zayn, de la même veine, c'était voilà ce parcours d'obstacles là. Qu'est-ce que c'était nul. Voilà, ils avaient fait un match après, je crois que c'était au Money in the Bank en 2018. Puis le match était pas bon en plus. Voilà quoi. Non, ça rappelle vraiment de très mauvais souvenirs. Le build-up, il y en a pas en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, à part faire quelques petites phrases. Sami Zayn qui dit moi je suis le champion intercontinental, donc je représente tous les continents, donc tous les pays. Et toi, Bobby Lashley, tu représentes juste seulement un seul pays, les États-Unis. Donc je suis plus, en gros, je suis au-dessus, je suis plus important. Voilà, c'est vraiment light. Il y a vraiment rien à dire. Voilà. Puis même hier. Haro, MVP qui fait une promo donc avec leur business, mais qui rappelle que Lashley va s'occuper de cette vermine, hein, cette vermine personnifiée, hein, comme il a dit, en la personne de Sami Zayn. Mais c'est tout quoi. Il y a rien. Ça fait partie c'est à l'image du build-up de ce Survivor Series quoi. Il y a vraiment pas grand chose quoi. Et ce match donne pas envie quoi. Donc celui-là j'ai envie de l'évacuer vite quoi. Le pronostic, je pars sur Lashley quand même, parce que Lashley il est buildé très très fort. Il a pas perdu depuis un petit moment quand même là. Il envoie des hurtlock là à Tier Larigot. Il peut éliminer Retribution à lui tout seul. On l'a vu l'autre fois à Hell in a Cell. Il est très très fort là à ce moment Lashley. Alors le seul truc qui pourrait éventuellement donner l'avantage à Sami Zayn, c'est qu'en ce moment il joue un peu le côté Toru Yano quoi, le mec qui a appelé d'un tour dans son sac et qui arrive toujours à trouver une petite manipulation pour s'imposer quoi. On l'a vu lors du match, le ladder match, le fameux ladder match là, avec AJ Styles et Jeff Hardy quoi, quand il a menotté, quand il a fait le coup de des menottes là, c'était avec AJ Styles. Voilà, c'était effectivement quelque chose de très malin et il l'a refait
il l'a refait à SmackDown, là où il affronte Apollo Crews, et il a attaché le pied là contre les, les petites cordes là qui étaient fixées en bas du ring là, et puis il était bloqué quoi. Et du coup il avait gagné par des comptes à l'extérieur. Bref, donc voilà, on est en train de voir ce visage-là de Zayn, quoi, qui est plutôt coward et plutôt, on va dire, dans l'intelligence, hein, plus que dans le in-ring finalement, hein, ce qui est dommage, hein, quand on connaît les capacités, les qualités in-ring de Sami Zayn. Donc la seule façon pour lui de s'en sortir, ce serait de faire ça. Maintenant, attention, parce que je pense qu'à l'extérieur, il risque d'y avoir, on va dire, tout partie du hard business. Hein. Donc à minima MVP, je pense, et peut-être éventuellement les autres quoi, donc peut-être Alexander et Benjamin, là je suis moins certain, mais ça MVP je pense à minima, donc il y aura quelqu'un à l'extérieur, alors que Sami Zayn il sera tout seul, hein. A priori il sera tout seul, donc va falloir être très très malin pour s'en sortir, hein. Donc je donne la victoire quand même à Bobby Lashley, donc avec un Hurtlock, voilà, ben de toute façon il gagne que comme ça actuellement, hein. Hurtlock et puis terminé, puis ça fera 1-0. 1-0 pour Raw, hein, parce que attention, je vous rappelle qu'il y a 6 matchs, donc potentiellement il peut y avoir un match nul 3 partout, hein. Mais j'ai une petite idée peut-être pour quand même qu'il y ait un vainqueur, au cas où. Je vous dirai ça tout à l'heure. Allez, match suivant, les New Day contre les Street Profits, donc les champions tag team de chaque brand, hein. On se souvient qu'ils avaient juste euh, inversé, enfin, interverti les ceintures, hein, pour régler le problème de la draft, hein. Ils s'étaient pas foulés. Le build-up, il veut dire que c'est un peu meilleur, puisque au moins il y a des petites vannes, des petites piques qui sont lancées par les deux équipes. Il y avait, on se souvient bien sûr au tout début là du build-up des New Day qui s'étaient déguisés en Street Profits. Voilà, par exemple. Il y a eu des petites piques, bon, on l'a vu le dernier SmackDown, avec les Street Profits et Biggie, et même la semaine d'avant. Hein, il y a puisque l'avantage c'est que comme Biggie est encore à SmackDown, donc ils en profitent sans jeu de mots, ils en profitent pour faire des interactions entre Biggie et Street Profits. Et Street Profits, par exemple, qui essayaient d'avoir des petits tuyaux auprès de Biggie, hein, pour savoir peut-être s'il n'y a pas des faiblesses à aller chercher pour les New Day. Et puis voilà, mais évidemment, il en a pas donné. Et puis la dernière fois, SmackDown, bon, bah, ils ont montré des plats là pour Biggie qui étaient tous en forme de L, donc 3 assiettes en forme de L. Ok, loser, ok. Et puis Biggie qui a répliqué en disant qu'en gros les Street Profits c'était un peu des New Day light, hein, donc une version un peu light des New Day. Voilà, une diet New Day, Naka New Day. Il a sorti plein de noms comme ça. Mais voilà, qu'en gros, bah, les New Day vont s'imposer quoi. Ils seront les meilleurs, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était des petites piques sympathiques. Y a rien de plus. Bon, au moins il y a quelque chose. Hein, voilà, c'est pas forcément New Day et Street Profits qui sont physiquement en face à face, mais ça s'envoie des petites piques par show interposé et Biggie donc qui joue un peu les intermédiaires entre tout ça quoi. Le pronostic est vraiment compliqué, hein. Là pour le coup le match me hype parce que là on a un peu effectivement en quelque sorte les héritiers des New Day. C'est vrai que quand ils étaient à NXT à l'époque, je trouvais vraiment qu'il y avait un petit quelque chose pour que à l'avenir, ils deviennent les futurs New Day, quoi. Qu'ils aient la même overness et la même popularité et que ça cartonne vraiment pour que ce soit une sorte, hein, c'est pas la même chose, mais une sorte de popularité à la New Day avec un peu un humour pareil. Voilà, c'est quelque chose, ça pouvait vraiment être les héritiers, quoi. Donc c'est finalement deux équipes qui se ressemblent à ce niveau-là et qui sont très virevoltantes, qui sont très athlétiques, et ça va beaucoup plus dans la voltige. C'est spectaculaire et on y ajoute un petit peu la petite touche, Dawkins qui sera plus la petite touche un peu force, hein, force vive, sans Biggie donc. Hein, il va prendre un peu la place de Biggie pour le coup dans le match. Voilà, ça va être un match vraiment très spectaculaire. Je pense qu'il va être très disputé. C'est ce qu'il faudra faire parce que s'il faut un vainqueur à l'arrivée, il va bien falloir protéger le perdant quoi. Donc enfin les perdants. Donc je pense qu'il faut que ce soit un match disputé pour qu'on se dise à la fin bon, ils ont perdu, mais ça aurait été quand même voilà, ça aurait été quand même sans il y aura pas de décrédibilisation de leur part quoi. Ils auront vraiment été valeureux quoi à la fin. Donc
si je m'en rapporte à Raw Talk d'hier soir, bon, en gros, Woods disait que c'était qu'ils étaient pas encore prêts, ils étaient un peu tendres, les Street Profits, quoi, ils étaient pas prêts pour les New Day. Voilà, tout simplement. Donc ça continue de se chambrer. Mais j'ai pas d'éléments, c'est ça qui me complique les choses. Hein. Ce pay-per-view est très compliqué parce que il me met un peu en difficulté, ça me challenge beaucoup par rapport à mes pay-per-view, mes pronostics de pay-per-view habituels, parce que là on n'est pas sur des vrais feuds, on est sur du brand contre brand. Il n'y a pas vraiment de cohérence scénaristique qui va me permettre de tendre plus vers l'un que vers l'autre. Là c'est vraiment un peu des matchs de gala quoi. Donc c'est très difficile de faire des pronostics là-dessus quoi. Donc je vais quand même en faire. Je vais quand même partir sur New Day, petit avantage New Day, avantage à l'expérience, et pour appuyer les propos de Xavier Woods pour dire que bah oui, Street Profits, ils sont bien gentils, mais ils sont pas encore prêts quoi. Ils sont pas encore prêts pour les New Day. Voilà, tout simplement. Ça viendra, mais pas encore, c'est pas encore à leur niveau. Voilà, mais si ils perdent de façon honorable les Street Profits, on trouvera rien à redire, ça sera pas grave, tout simplement. J'espère pas d'intervention, pas de hard business, qui viennent de perdre leur opportunité hier contre les New Day. Un match vraiment fantastique que je vous recommande de regarder, hein, le 2 contre 2 là, face à Alexander et Benjamin, c'était super. C'était vraiment un super match, l'un des meilleurs matchs de Weekly qu'on ait vu depuis bien longtemps. Voilà, ça fait plaisir de voir un grand match comme ça dans un Weekly. Ça c'était vraiment super, un très bon match et je pense on va revoir hein, le hard business dans la course par équipe hein, bientôt hein, parce que de toute façon la densité malheureusement elle manque hein, en équipe hein. Des deux côtés d'ailleurs hein, SmackDown comme Raw hein, c'est ça le problème. Donc je vais donner un petit avantage au New Day. Maintenant oui j'ai pas beaucoup d'arguments quoi, c'est ça le problème. Mais j'aime bien avancer des arguments d'habitude mais là j'avoue que je suis un peu en difficulté. Et peut-être que c'est pas impossible que je change mes pronostics d'ici ce week-end quoi. Si j'ai d'autres éléments, notamment le prochain SmackDown, qui vont peut-être me faire pencher la balance plus d'un côté que de l'autre quoi. Mais à l'heure où je vous parle, je puisse partir sur les New Day, ce qui fait qu'on serait déjà à 2-0 hein, pour Raw. Alors bon, je suis pas forcément dans l'ordre du pay-per-view hein, on est d'accord. Je fais ça un peu par ordre d'importance plus que par ordre de la carte qu'il pourrait y avoir quoi. Allez, match suivant. Asuka contre Sasha Banks, donc les deux championnes féminines. Un match voilà, qu'on connaît bien. Hein, les deux elles se sont beaucoup affrontées en 2020. Ça a été une très très belle rivalité, très belle passe d'armes entre ces deux-là. Il y avait bien sûr Bayley qui était aussi très présente, mais elle nous a offert deux très bons matchs. SummerSlam c'était très bien et j'y retiens aussi encore plus le match d'Extreme Rules qui était vraiment superbe. Malheureusement hein, on s'en souvient, la fin était pourrie avec l'intervention de Bayley qui avait mis le maillot de l'arbitre quoi. Mais en dehors de ça c'était vraiment un super match vraiment. Voilà, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Donc c'est pareil, un pronostic vraiment très compliqué à faire. Parce que Asuka elle a fait rien en ce moment. Asuka fait rien. Elle passe de fille en fille actuellement. Elle fait des petits matchs tag team. Elle a affronté là Nia Jax. Voilà. Elle se met en équipe là comme hier avec Brooke et Rose pour affronter Lana et Jax et Baszler. Mais voilà, il n'y a pas de vraie rivalité individuelle, j'ai envie de dire, pour l'instant. On sent que Jax Baszler, elle se fout évidemment un peu sous la gueule et que je pense que Jax vient de passer, donc on attend toujours Baszler, hein, ça, on l'attend depuis X temps hein, maintenant. Maintenant, il y a aussi Reckoning qui a montré des petites choses en promo seulement, hein, parce que malheureusement Reckoning sur le ring on la voit pas. Pour l'instant, elle joue un peu les laquais de Retribution. Hier, elle est quand même intervenue pour blesser Dana Brooke, on en reparlera tout à l'heure. Mais pour l'instant, in ring, on l'a pas vu. Il faut quand même pas oublier que c'est une catcheuse, Reckoning. C'est quand même Mia Yim derrière, c'est pas n'importe qui. Je suis pas un grand fan de Mia Yim, mais sur le principe, c'est quand même une bonne catcheuse, hein, qui est quand même bien au-dessus de la moyenne des filles d'Euro actuellement. Hein, il faut le dire. Donc, elle pourrait avoir son mot à dire. Elle a fait déjà des petites promos en parlant d'Asuka, hein, de la fille aux cheveux roses et verts. Enfin, elle a déjà utilisé ces termes-là. Donc, je pense qu'elle a quand même quelque chose. Je pense qu'elle a envie de s'en prendre à elle. Voilà, ça c'est pour Asuka. Donc, il n'y a pas grand-chose pour elle actuellement. Et Sasha Banks qui, après avoir pris le titre
à Bayley ou à Hell in a Cell, a quand même eu un rematch contre Bayley à SmackDown, dans un très bon match, mais qui s'est finalement fini un peu facilement, quoi, avec un bank statement terminé, enfin, c'est fini de façon très classique, j'ai envie de dire. Ça finissait au moins, ça clôturait la feud. Évidemment, la conservation était logique, même si effectivement Banks est connue pour être une fille qui conserve pas son titre longtemps, mais là je voyais pas de changement de titre tout de suite, ça me paraissait évident. Et là tout de suite après justement on a le grand retour de Carmella, qu'on avait vu dans des vignettes, et qui carrément s'en est pris à Banks, quoi, avec un super kick et un X-Factor. Et dans le dernier SmackDown elle a fait pareil, avec encore une petite course de Bayley là, après une promo de Banks. Derrière Banks, elle se retourne, hop, super kick et X-Factor à nouveau de Carmella. Et là-dessus, Bayley a disparu. Comme par magie, Bayley avait disparu. C'était très étrange ce segment. Voilà. Donc on se retrouve un peu avec Carmella là, qui a un peu un avantage psychologique, on va dire, avec 2 fois un super kick et 2 fois un X-Factor. C'est tout ce qu'on a pour l'instant, mais on a bien compris que la prochaine feud était pour Banks, c'était Carmella, probablement à TLC, le prochain pay-per-view. Donc on verra bien. Maintenant, oui, je pense à Reckoning, je pense à Carmella. Est-ce qu'ils ne vont pas protéger les deux filles par une double disqualification, avec un no contest, donc, qui avec Reckoning qui arriverait d'un côté, Carmella de l'autre, et les 4 se bagarreraient à l'extérieur, et puis peut-être que ça ferait un double décompte à l'extérieur, un double DQ, quelque chose comme ça, tout le monde reste fort, comme dirait l'autre, et voilà, mais par contre, j'ai pensé à ça parce que ça permettrait de régler justement le problème du fait qu'on ait 6 matchs, et comme ça, si on fait un double DQ, un no contest, quelque chose comme ça, un double décompte à l'extérieur, il y aura pas de gagnant. Donc ce match, en fait, ça sera un match qui n'aura servi à rien, et du coup, on se basera finalement sur 5 matchs, et non plus sur 6 matchs. Et donc là, avec 5 matchs, là, on est sûr d'avoir un vainqueur. Voilà un peu mon raisonnement. Maintenant, j'ai pensé à ça pour ce match, mais je pensais aussi à ça pour l'autre match, entre Drew et Reigns. Parce que là aussi, ça va être difficile de choisir, quoi. Donc peut-être qu'ils vont aussi faire la protection dans l'autre match. Mais je serais pas étonné, en tout cas, que dans l'un de ces 2 matchs, il y ait quelque chose qui fasse qu'on ait finalement les 2 qui sont protégés au final, quoi. Voilà. Mais là, alors soit ils le font, soit pour la victoire, c'est très compliqué. Là, je suis encore, je vais peut-être changer d'avis ce week-end. Je vais peut-être partir sur Sasha Banks, voilà, peut-être, mais là c'est pareil, j'ai aucun argument. C'est juste parce que là j'ai donné 2 victoires à Raw, et que si je donne déjà une victoire à SmackDown, ça va puer, quoi. Donc voilà. C'est peut-être juste pour ça, mais pour donner une petite victoire à SmackDown, quoi. Mais c'est compliqué, quoi. Faut protéger ça, quoi. Ou voir si c'est Asuka, c'est peut-être parce que Carmella va intervenir, va distraire, ou inversement, si c'est Banks qui va gagner, c'est peut-être parce que il y aura Reckoning quelque part, voir Jax, voir Baszler, ça j'y crois un peu moins. Mais je vois pas quelque chose de. Le match sera sûrement bon et compétitif. Maintenant, est-ce qu'il va se jouer à la loyale au final? Autant j'y crois pour Street Profits New Day, autant pour ces 2 filles, j'ai un doute. Donc je partirai sur Sasha Banks pour l'instant, mais je vous le dis très honnêtement, je suis pas sûr de conserver ce pronostic ce week-end, quoi. Ça va peut-être changer, hein. Je vous en parlerai dans ma vidéo review de toute façon, je serai très honnête avec vous, je changerai pas, je vous donnerai vraiment mon ressenti. Si j'ai changé d'avis, je vous le dirai. Mais pour l'instant je donne Sasha Banks, mais c'est vraiment du 50-50, quoi. Allez, justement, on va passer au match suivant. Drew McIntyre contre Roman Reigns. Eh bien oui, c'était Orton à la base, mais comme vous avez sans doute pu le voir hier à Raw, on a eu un match de championnat encore entre Drew et Orton, donc c'était généralement le match numéro 4, quoi. La fin de la feud, j'espère bien, cette fois-ci. À la base c'était donc Orton, sauf que on nous a fait venir Drew McIntyre à SmackDown vendredi dernier, et là on nous a teasé, mais alors de ouf, un match entre finalement Drew et Reigns au Survivor Series. Là, une vraie confrontation. On a eu les 2 qui se faisaient face au début du show et à la fin. Et d'ailleurs, ce face-off a été vraiment impactant. Enfin, c'est vrai que quand j'ai vu ces 2-là face à face, je me suis dit oui, mais oui, putain, faites ça.
Parce que Orton Reigns, bordel de merde, qu'est-ce que ça serait chiant ce match. Ce serait putain de chiant. Surtout que Reigns maintenant, comme vous avez pu le voir depuis son retour, il marche à l'économie. Donc un Orton, qui est déjà, avec le rythme qu'on lui connaît, et un Reigns chiant qui est vraiment un chiant comme la pluie en ce moment dans son rythme, putain, ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. Donc je suis bien content. Et c'était aussi mon pronostic, j'ai envie de dire, par rapport au dernier SmackDown. Je voyais vraiment la VVE faire ça, changer, et donner le titre à Drew. Alors évidemment, certains vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont donné le titre à Orton au Hell in a Cell? Je suis d'accord. Et pour moi, c'était aussi une erreur. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Maintenant, moi, je l'interprète seulement d'une seule façon, c'est que ils ont voulu le récompenser pour son travail et lui donner ce fameux 14e titre qui lui permet d'égaler Triple H et d'arriver deuxième ex-aequo juste derrière Orton et Ric Flair à 16 titres, quoi. Voilà, de franchir un palier important et voilà, avoir un petit titre supplémentaire à son palmarès sans qu'il y ait pour autant un run de champion derrière, quoi, ou un règne de champion derrière. Pour moi, c'était juste ça, et ils ont remis la ceinture à la bonne personne, à Drew McIntyre, qui est déjà donc 2 fois champion de VVE, ça c'est bien pour lui, je suis très content, et puis il a fait un super travail, encore son entrée en kilt avec l'épée, c'était super badass, j'ai adoré, le match était vraiment très bon, qui s'est transformé en no DQ, no count out, et c'était brutal, et un Claymore, encore un bon Claymore dans la gueule, from out of nowhere, victoire de Drew, on finit sur un feel good moment, et là en plus ça a permis de voir, au moins voir un peu les visages des gens. C'était pas comme à WrestleMania, mais là au moins on a eu le mur d'image, ça permettait d'avoir un petit peu plus de ressenti déjà, d'émotion qu'à WrestleMania, quoi. C'est déjà un petit peu moins frustrant si j'ai envie de dire. Donc voilà, et donc cette affiche me plaît bien plus, parce que les choses ont beaucoup changé entre ces deux hommes depuis leur dernière rencontre, hein. Enfin, voilà, Drew McIntyre l'a rappelé vendredi, il a éliminé Reigns du Rumble, mais après, il a carrément dit, il a été loin, il a dit, mais moi, WrestleMania, je suis arrivé, et j'ai battu là ton client, hein, il parle à Eman, j'ai battu ton client là, ta bitch, même il lui a parlé de sa bitch, ta bitch de client là, j'ai battu en 5 minutes à WrestleMania, mais toi t'étais où là? T'étais où toi Reigns, quoi? Tu te l'as coulé douce, t'avais disparu, et moi j'étais là, quoi. Et puis Reigns a répondu, I like you, moi je t'aime bien Drew, mais maintenant je suis là, je suis de retour. Voilà. Et c'est un beau face-off. Et puis bon, Jey Uso est arrivé. Il dit ouais, je m'en charge. Il a un peu foutu la merde. Et puis bon, finalement, il a repoussé Jey Uso, hein, Drew McIntyre. Et puis bon, finalement, il y a eu un match entre les deux, entre Drew et Jey Uso. Victoire de Drew McIntyre quand même. Et avec un Reigns qui, vers la fin, était en train de parler à Jey Uso en lui disant je m'en fous que tu le battes. Je m'en fous que tu battes Drew. Moi, tout ce que je veux que tu fasses, c'est make him understand. Fais-lui comprendre. Voilà. Et donc il est arrivé, il a enchaîné de coups là, et puis finalement, il s'est relevé, Drew, et puis Claymore, 1, 2, 3. Voilà. Et là, dernier face-off pour finir SmackDown, et Reigns qui lui montre sa ceinture, et lui dit bon, en gros, si tu sais ce qu'il te reste à faire, hein. Si tu veux m'affronter dimanche au Survivor Series, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est de prendre le titre. Et c'est ce qu'il a fait, et j'en suis pas surpris. Voilà, donc on a ce match, qui est bien plus intéressant, avec évidemment des alignements qui ont changé, Drew qui est maintenant face, Reigns qui est maintenant heel, ce qui n'était pas le cas avant, notamment à WrestleMania 35, dans ce match qui était vraiment très moyennasse, et qui vraiment passait pour un match Joseph, hein, quand on l'a vu dans le placement de la carte en plus, c'était Joseph ce match, McIntyre Reigns, pardon, à WrestleMania 35, c'était vraiment mou du genou ce match, j'ai pratiquement tout oublié, c'était vraiment pas terrible, évidemment, c'était à l'époque c'était Reigns qui était encore face et McIntyre qui était heel, donc là ça a bien changé, les personnages ont un peu évolué, et donc c'est vraiment très intéressant de les voir face à face. Le pronostic est encore infernal à faire, à nouveau, soit on part sur un truc qui protège tout le monde, double DQ, double D compte à l'extérieur, par peut-être intervention, parce que c'est vrai que Orton je pense pas, parce que Orton je pense que là ils ont vraiment fini la feud là. Ils ont vraiment fini la feud, que ça n'aurait aucun sens. Là, point d'interrogation bien sûr c'est le Finn, puisque le Finn
actuellement, c'est ça qui est intéressant actuellement, le film tourne un peu autour du titre VVE, mais il tournait autour d'Orton, mais il tournait aussi un peu autour de McIntyre, puisqu'il y a quand même eu un segment backstage la semaine dernière entre n'importe quoi, entre Drew McIntyre et Sheamus, et en arrière-plan, on voyait une petite marionnette de Mercy the Buzzard. Donc, est-ce qu'il regarderait pas non plus du côté de Drew? Donc attention au Finn, hein, et puis qui s'est bien occupé du Miz aussi hier soir, hein, c'était assez facile. Et encore, c'était juste le personnage de Wyatt et non pas le Finn. Hein. Donc le Finn tourne un peu autour de tout le monde là au niveau du titre, hein, du main event, quoi, du titre VVE. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui pourrait être un élément perturbateur dans ce match. Et bien sûr le Miz, parce que si je rappelle quand même ce qui s'était passé lorsque c'était à l'Innocel, hein, oui, lorsque le Miz a récupéré la mallette d'Otis, en promo, il avait quand même bien rappelé qu'il pouvait cacher sur le champion VVE comme le champion universel. Donc le Miz, là, il a quand même 2 chances d'être champion, là. 2 chances d'être champion dans la même soirée. Il a 2 cibles, là. Donc c'est quand même un terrain extrêmement propice pour lui, quoi. Donc imaginez s'il est 2 shoots sur la gueule, qui se fout de KO. Alors là, la grosse porte pour le Miz, hein. La grosse porte pour le Miz. Je serais très étonné qu'il le fasse, hein. Mais par contre, je serais pas surpris qu'il apparaisse, ça c'est sûr. Mais c'est pour ça, il y a beaucoup d'éléments potentiels, un petit peu d'overbooking, de storytelling. C'est compliqué à faire. Maintenant, Drew a déjà perdu contre Orton. Reigns, il perd pas, quoi. Depuis son retour, il perd pas, Reigns. Je pense pas qu'il va perdre Reigns. Je pense pas qu'il va perdre Reigns. Il va partir sur une longue série d'invincibilité. On attend toujours de voir si c'est possible pour le Rock, quoi. Qu'on attend forcément. Mais est-ce que ça sera possible au niveau des agendas? Ça, c'est un autre problème. Mais je vois pas Reigns perdre là tout de suite, quoi. Pour moi, il faut qu'il reste pas champion, mais il faut qu'il reste, on va dire, invincible pendant un bon moment. Donc je pense pas que Reigns va perdre. Tout va se jouer, voilà, sur McIntyre ou pas. Est-ce qu'il va prendre le pin parce que là, c'est ça qui est compliqué, quoi. Mais il faudra protéger. Pareil que les filles, il faudra protéger, quoi. Donc soit je donne le no contest, soit je donne la victoire de Reigns, quoi. C'est tout, quoi. Victoire de Reigns ou no contest, quoi. Parce que c'est super compliqué, hein. Super compliqué. Voilà. Donc je ferais comme Banks, donc victoire de Reigns, ça ferait deux victoires partout à ce niveau-là. Si on fait pas de no contest nulle part, ça ferait 2 partout, et on aurait encore les 2 Survivor Series match qui seront pas l'un après l'autre, hein, ça c'est sûr, hein, ils vont laisser un espace entre les 2 matchs, ça c'est sûr. On va passer déjà d'ailleurs à ça, hein. Match suivant, 5 contre 5 féminin. Mais voilà, comme vous le voyez, il y a un problème du côté SmackDown. C'est là que je vous disais, le gros problème de booking, enfin de build-up. Je trouve ça horrible. Moi, je trouve ça regrettable qu'à 48 heures du pay-per-view, on ait enfin l'équipe de SmackDown au complet, quoi. On va attendre vendredi, 2 jours avant le pay-per-view, c'est n'importe quoi. Deux personnes inconnues, c'est pas possible, quoi. Alors que, autant, regardez à Raw, Raw, on peut leur reprocher beaucoup de choses, hein. C'est vrai que le show est pas bon depuis un bon petit moment, hormis celui d'hier. L'équipe a été déterminée très tôt. Ils ont pas attendu, là ça a été rapide. Alors, il y a eu un petit changement hier, mais on va dire c'est pas vraiment la faute de la VVE pour le coup, hein. Jax, Baszler, donc les championnes par équipe, avec Lana, mais il y avait aussi, à la base, Mandy Rose et Dana Brooke, sauf que on l'a vu la semaine dernière, dans un match par équipe, Nia Jax malheureusement encore, était très brutale, elle a projeté de façon assez brutale Mandy Rose dans les cordes, et elle s'est très mal réceptionnée sur son bras, et Mandy Rose s'est blessée au bras. Du coup, ça laissait quand même le doute quant à sa participation sur la Series. Finalement, on l'a quand même vu hier, dans un match 3 contre 3, puisque Lana, elle avait envie de prouver, qu'elle méritait d'être dans cette équipe, hein, puisqu'on se moque beaucoup d'elle, notamment Jax Baszler, hein, évidemment. Et elle a été un peu inspirée, hein, par ce qui a été fait avec Miz and Morrison la semaine dernière, puisque Miz and Morrison s'était mis en équipe avec Orton. Sauf qu'Orton, lui, il avait pas joué le jeu. Il avait jamais fait le tag. Il s'en branlait.
Sauf que elle a dit, bon bah moi je ferai pas comme Orton, hein, je participerai, moi je ferai le tag, quoi. Sauf que Jax Bessler, enfin notamment Jax, a dit non, je te conseille vraiment de ne pas faire le tag. Tu restes sur le bas-côté, quoi. Et bah ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, Kirifuda Clutch de Bessler sur Asuka, et derrière son dos, Lana fait le tag. Elle tag Bessler, hein, qui n'a évidemment pas apprécié. Et un petit peu plus tard, elle se prendra une Asuka Lock et elle abandonnera. Donc abandon de Lana. Et Jax qui fera mine de dire bah, welcome, hein, welcome dans la team, hein, bienvenue dans la team. Sauf qu'évidemment, elle lui portera pour la 9e fois consécutive un Samoan Drop sur la table des commentateurs qui explose. Donc c'est devenu un running gag, hein, comme vous avez pu le voir. Ils ont même mis un compteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là on en est à 9. Donc évidemment on a envie de se dire bah il va y avoir une 10e fois dimanche. On le sent venir à des kilomètres. Voilà donc où ça en est. Et donc Rose et Brooke ont participé quand même hier, enfin notamment Rose, sauf qu'ils lui ont rien fait faire. Rose est juste intervenue à l'extérieur, puisque Brooke avait eu des problèmes à l'extérieur avec Jax, sauf que Jax lui est rentré dedans, et elle a posé son bras sur les escaliers, et Bessler est arrivé avec un coup de pied, un peu sur le côté, hein, évidemment, ils ont très protégé son bras, son épaule notamment, qui était un peu strappée là, et elle s'est tenue le bras, voilà, elle a vendu ça, et ils ont worké ça, et un peu plus tard backstage, comme je vous le disais tout à l'heure, Rick Conning a attaqué dans le dos Dana Brooke, et qui était finalement annoncé forfait, comme par la voix d'Adam Pearce. Les deux étaient forfaits, donc ce qui a permis donc de worker la blessure de Rose, hein, qui est legit, hein, et ils ont aussi écarté Brooke. C'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais pour moi ça a du sens parce que les deux sont maintenant en équipe, Brooke et Rose, donc ils ont voulu les remplacer par une autre équipe qui était la seule, on va dire, disponible, qui est une fausse équipe, mais qu'ils ont également installée maintenant depuis quelques semaines, c'est-à-dire Peyton Royce et donc Lacey Evans. Moi je trouve ça regrettable. Je comprends pas pourquoi, encore, je l'ai déjà dit, mais pourquoi avoir splitté The Iconics si c'est pour mettre Peyton Royce en équipe avec quelqu'un d'autre, avec qui elle a rien à voir. Si c'était éventuellement pour un push solo, je comprendrais. Sauf qu'on a appris bon, que le push solo, bah, il n'existe plus. C'est déjà terminé et on le voit bien là, puisque là maintenant elle est en équipe. Donc le push solo, bah, on le cherche encore. Donc franchement, Billy Kay qui se traîne à SmackDown n'a rien faire quoi. Donc à Jobé quoi, il a montré son CV à tout le monde. Super. Donc on a cette équipe qui est encore dysfonctionnelle. Donc on a deux équipes dysfonctionnelles maintenant dans cette Team Raw. Donc c'est assez bizarre. Puisque évidemment, je crois que c'est dans The Bump où Lacey Evans dit bah, c'est pas ma coéquipière, enfin c'est même pas mon Peyton Royce, on n'est pas ensemble quoi en gros. Donc ça part comme ça sur des crépages de chignon entre les deux. C'est dysfonctionnel, encore une fois. Petite interaction backstage entre les quatre filles là. Voilà. Peyton Royce qui proposait d'élaborer une stratégie pour dimanche. Jax évidemment elle était furieuse. Donc là bah, elles sont parties toutes les deux. Et Evans quand même m'avait prévenu de dire attention, vous feriez mieux de pas nous mettre sur la table des commentateurs, quoi, ne pas nous écraser aussi, hein. Voilà. Donc ça part très mal dans cette équipe. Et puis il y a évidemment Lana Superstar. Hein, c'est comme ça que je pourrais titrer ma vidéo, effectivement. Lana Superstar, parce que les choses sont construites de façon à ce qu'on a l'impression qu'elle va avoir un rôle important. Parce que ce qui se dirait, c'est qu'effectivement, on est en train de pusher Lana en tant que babyface. Et que tout ce qu'ils sont en train de faire là actuellement, c'est pour qu'on ait de l'empathie pour elle. Et voilà, et qu'on la défende. Et la pusher donc en tant que babyface. Donc je suis pas sûr que ça fonctionne auprès du public, mais en tout cas dans la construction, j'ai envie de dire c'est possible. C'est pas idiot, c'est pas mal fait dans l'exécution. Maintenant c'est très répétitif. C'est très répétitif, ça c'est sûr. Parce que le faire 9 fois d'affilée, peut-être bientôt 10, waouh, c'est rude, hein, c'est rude. Mais j'ai envie de me dire qu'il va y avoir quand même un retournement de situation. Et que, encore hier, Lana, on l'avait prévenu de pas faire le tag, elle l'a fait, et puis elle perd derrière, donc encore une boulette. Donc à un moment donné, et puis elle a gagné la bataille royale l'autre fois, là, pour avoir une chance contre Asuka. C'était incroyable ça aussi. Elle avait gagné une bataille royale. Donc à un moment donné, on peut se dire ah ouais quand même. On a du mal à. On se dit putain oui ils sont en train de construire Lana là. Sans déconner quoi. Voilà.
Et donc en face, une équipe qui est pas constituée. Enfin, on a Bel Air, on a Riot et on a Liv Morgan. Donc Liv Morgan qui s'est qualifié un peu par chance, puisque hier, on a vendredi pardon à SmackDown, on avait eu un Fatal 4-Way, puisqu'on a ajouté Chelsea Green dans l'histoire avec Tamina, Natalia et donc Liv Morgan. Sauf que à la base, de ce qui se disait, c'était bien Liv Morgan qui était prévu pour gagner ce match, mais c'était un triple threat match à la base, sans Chelsea Green, qualification de Morgan. Sauf qu'ils ont décidé au dernier moment d'ajouter Green. Et le problème, c'est que Green s'est blessé pendant le match. Elle s'est blessée au bras, comme vous avez sans doute dû le voir, sur d'ailleurs un dropkick de Liv Morgan. Mais après, elle est retombée, et puis voilà, elle s'est tenue le bras. Et elle s'est fait opérer dans la foulée d'ailleurs. La pauvre, ça faisait son grand retour, c'était vraiment une retour surprise quoi, et elle se pète tout de suite le bras, le poignet dès son retour quoi. Et du coup ils ont changé, ils sont revenus aux plans initiaux avec cette blessure et ils ont finalement redonné la victoire à Morgan, comme c'était prévu initialement. Donc on se retrouve quand même avec la Riot Squad au complet, ça c'est pas déconnant, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. Bel Air, Riot, Morgan, donc là on est quand même sur on est quand même sur du face là, on est quand même sur 3 faces, donc il va falloir un peu, entre guillemets, illiser la team, donc, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il y a Bayley, qui a toujours rien. Il y a Carmella, qui a toujours rien. Il y a Natalia, qui essaye d'avoir ces opportunités, qui n'y arrive jamais, parce qu'il y a aussi une histoire, parce que autant à Raw, il y a un running gag autour de Lana, mais à SmackDown, il y a aussi un running gag, mais cette fois-ci autour de Natalia, qui à chaque fois se fait enfler. Elle croit pouvoir s'imposer dans les matchs de qualif, elle porte son sharpshooter, sauf qu'il y a toujours un imprévu, quelque chose qui va faire que, au final, elle se fait damer le pion par quelqu'un d'autre. Voilà. Et donc, ça arrive avec Riot, c'est arrivé avec Bel Air, et alors ça aurait dû arriver avec Morgan, bon, sauf que là, ça s'était fait de façon moins évidente. Voilà, ça c'est le problème. Mais je pense que ça aurait dû arriver, mais voilà, ils n'ont pas pu le raconter vraiment. Et donc il y a ce running gag aussi avec Natalia, qui donc encore est une candidate, et Tamina, voilà, et puis Billie Kay. Voilà, c'est tout ce qui reste, de toute façon, c'est que des heals, puis Natalia, bon, elle est plutôt twinner, mais pas loin d'être heal non plus, donc voilà, de toute façon, ça va être que des heals qui va rester, quoi. Donc, puisque Chelsea Green, voilà, bon, elle est éjectée. Évidemment, il y a l'affaire Zelina Vega sur laquelle on ne reviendra pas. Elle n'est plus là non plus, donc ça facilite les choses. Voilà ce qui reste. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Peut-être qu'ils vont faire un 2 contre 2, et les deux qui gagneront seront qualifiés. D'ailleurs, j'en profite pour vous inviter à regarder sur ma chaîne Twitter, mon fil Twitter. Je l'ai épinglé sur mon profil, donc ce sera plus facile d'y accéder. Je l'ai épinglé. J'ai fait un espèce de thread avec en messages vocaux, donc il y a 6 messages vocaux de 2 minutes et quelques, donc c'est très rapide à écouter, de mon booking, fantasy booking du prochain SmackDown. Voilà, dont justement je parle notamment d'un 2 contre 2 féminin pour qualifier les deux dernières. Justement, voilà, j'en dis pas plus. Si vous voulez savoir comment j'ai booké le dernier SmackDown, enfin le dernier show avant le Survivor Series, je vous invite à aller voir et écouter ce que j'ai posté donc sur Twitter en épingle. Voilà. Mais si je dois donner les noms, oui, je vais mettre Bayley et Carmella. Voilà, il faudra des heals de toute façon. Je vais mettre Bayley et Carmella dans l'équipe. Ça pourrait être pas trop mal. Les deux adversaires actuellement, ou l'ex-rival et la future rivale de Sasha Banks, voilà. Et puis Natalia peut-être pour pour qu'elle ait enfin sa chance. Et puis Natalia face à Lana, ça rappellera la Team Boat qui vient d'imploser là, puisque c'est parti de là finalement un peu le face turn, le début de face turn de Lana en tout cas, c'est arrivé avec l'implosion de la Team Boat, puisque Natalia dit j'en ai assez de toi, en gros t'es un boulet, j'en peux plus de toi, je me barre. C'est parti de là, en fait. Donc et puis Lana a éliminé Natalia pour gagner la bataille royale en question. Donc voilà, il y a des petites histoires à raconter à travers ça. Voilà, et donc pour le pronostic, je vais donner la victoire quand même à Raw, malgré le côté très dysfonctionnel de cette équipe, même encore plus dysfonctionnel que l'équipe initiale, puisque Brooke et Rose, au moins c'est une vraie équipe. Enfin, en tout cas, alors c'est une équipe montée de toutes pièces, certes, mais au moins il n'y a pas de dysfonctionnalité au sein de cette équipe. Là, Royce Evans, waouh, et alors Jax Baszler encore pire. Donc j'ai envie de me dire que plus l'équipe est dysfonctionnelle, plus il y a de chances pour qu'elle gagne. Voilà. Donc je donne la victoire à Raw, et puis Lana Superstar. Je pense que Lana
va surprendre tout le monde, notamment Jax Bessler, toutes celles qui croyaient pas en elle, et il va y avoir un écrasement sur la table. Par exemple, imaginez peut-être qu'il reste, il reste plus que Lana et une autre fille, peut-être Jax, on va dire, par exemple Arrow, et une dernière fille à SmackDown, que cette dernière fille à SmackDown porte un Samoan Drop à Lana, et que du coup, en portant Samoan Drop à Lana, elle se fasse décompter à l'extérieur parce qu'elle a perdu trop de temps. Du coup, il resterait plus que peut-être Jax comme seule survivante, et du coup, Lana aura d'une certaine façon indirectement permis à son équipe de gagner, et notamment faire gagner Jax, quoi. Ce serait l'ironie du sort. Mais je trouve que ça serait pas mal de raconter ça. Jax seule survivante grâce à Lana, parce qu'elle a été passée à travers la table, mais cette fois-ci pas par Jax elle-même, mais par une autre, notamment une fille de SmackDown. Voilà. Bon, faudra, je sais pas laquelle, mais peut-être Belair, qui était un peu la plus athlétique, ça serait peut-être la plus désignée pour faire ça. Maintenant, s'ils veulent faire Jax qui balance pour la 10e fois Lana sur la table, hein, si on veut vraiment faire le compte de 10 avec Jax, ils peuvent le faire, mais je serais pas surpris non plus que Lana soit la seule survivante. C'est parce que c'était aussi mon idée depuis le début. Progressivement, j'ai senti qu'ils allaient construire Lana comme la dernière survivante des séries. Ce qui paraît incroyable et improbable. Mais ils le construisent tellement comme ça, mais soit c'est la seule survivante, soit elle est éliminée, mais son élimination ne sera pas inutile. Elle permettra de faire la décision en faveur de la Team Raw, et donc de lui donner du crédit dans l'équipe, et donc de regagner du crédit, et donc continuer à appuyer son face turn qui visiblement et son push babyface qui est en marche. Voilà. Et je serais pas surpris peut-être que Lana soit celle qui fasse tomber étonnamment Jax Bessler pour les titres. Alors faudra lui trouver une partenaire, ça c'est une autre histoire. Parce qu'on attend toujours le grand retour de Charlotte, hein, ça pourrait être une surprise. Voilà. Naomi elle est plus très là, elle est plus trop là, Mickie James a été blessée. Voilà, ils vont peut-être trouver quelqu'un et faire tomber Jax Bessler comme ça, ce qui permettra enfin à Bessler de se tourner vers Asuka, quoi. Depuis le temps qu'on attend ça. Voilà, en tout cas, je vois ça. Voilà, on n'a pas l'équipe de SmackDown au complet, mais c'est pas grave. Je pense que c'est de toute façon l'histoire principale. C'est Lana, quoi. C'est très étonnant de dire ça, mais c'est vrai. C'est l'élément central, quoi. Et je l'ai mis dans ma vignette, hein, et je vais le mettre dans le titre de ma vidéo, quoi. Lana Superstar. Enfin, c'est elle qui va être le centre de tout ça. Donc, je donne la victoire à Raw. Donc, du coup, plutôt 3-2 pour Raw, quoi. 3-2 pour Raw dans mon décompte. Et le match peut être sympa, même si sur le sur le ring, il n'y a pas non plus de grande qualité de ring, j'ai envie de dire. On attendra de voir l'équipe au complet. Je pense aussi que Belair, ça va pas forcément être facile de l'éliminer. Alors, elle pourrait être aussi seule survivante, hein, et finir vraiment en grande star aussi du match. Ils l'ont déjà aussi érigée en star, hein, dans des Rumble. Ils peuvent le faire. Dans le dernier Rumble, c'était comme ça. C'était un peu la MVP du Rumble féminin. Là, c'est vrai que pour l'éliminer, ça va pas être facile, parce que c'est vrai que personne l'a battu depuis qu'elle est dans le main roster. Hein. Personne l'a battu, Belair. Et je pense qu'elle va servir à éliminer, on va dire, les faibles. Elle peut éliminer Evans, elle peut éliminer Royce, voire Lana, donc on verra. Je pense qu'elle peut faire un ménage. Elle peut faire un gros ménage, alors que du côté de Jax Bessler, on fera aussi le ménage sur la Riot Squad, et celles qui resteront, hein, peut-être une autre, parmi les deux manquantes là. Voilà, il y aura un peu un match dans le match, on va dire, entre Jax Bessler et Belair au niveau des éliminations. Donc va falloir trouver peut-être quelque chose pour éliminer Belair, des comptes à l'extérieur ou quelque chose comme ça, parce que ça va pas être facile de l'éliminer aussi, hein, Belair. Je me demande comment ils vont faire, quoi. Et si elle doit prendre le pin, par qui, quoi. Et si elle doit être, elle va peut-être soumettre, être soumise, pardon, par Bessler. On verra. Mais il faut qu'elle ressorte forte de ce match aussi, Belair. Hein. Quitte à ce que son équipe perde, faut qu'elle ressorte forte, Belair. Mais je pense qu'ils vont le faire. Ils le feront. Dans le travail du match, ils le feront. Dans l'histoire, ils vont le faire. Voilà. Et on va finir donc avec le 5 contre 5 masculin cette fois-ci.
avec Keith Lee, Riddle, donc qui a perdu son prénom, Braun Strowman, Sheamus, et AJ Styles, qui s'annonce donc comme le team captain, hein, c'est lui qui le dit, de l'autre côté, on a Kevin Owens, on a Seth Rollins, on a Jey Uso, et on a le King Corbin, et également encore une personne manquante. Et voilà, SmackDown, c'est très mal démerdé. Très mal démerdé au niveau du build-up de Survivor Series, quoi. Ils sont encore à la traîne, comme les filles. J'ai pas envie d'attendre 48 heures pour le savoir. 48 heures avant avant le pay-per-view, quoi. Alors, là, ça va être plus difficile de déterminer ce 5e. Maintenant, bon, bah, pareil, je vous renvoie à mon petit fantasy booking sur Twitter. Peut-être Daniel Bryan, peut-être Lars Sullivan, peut-être Biggie, peut-être Murphy. Voilà, il y a plusieurs petites pistes. Chad Gable, Otis. Bon, Otis, il a déjà été éliminé par Rollins. Bon, peut-être pas lui, mais il y a plusieurs noms possibles. Hein. C'est peut-être Cesaro ou Nakamura. Voilà, il y a quelques noms possibles. C'est beaucoup plus ouvert à ce niveau-là. Je donnerais peut-être, allez, si je dois donner un nom, bah, j'ai pas envie non plus de spoiler mon fantasy booking de Twitter. Voilà, parce que je serais pas surpris que l'équipe change encore et qu'il y en ait un qui dégage. Voilà, mais ça c'est encore un fantasy booking. Peut-être Jey Uso par un certain Daniel Bryan qui va avoir des envies de vengeance, hein, puisque souvenez-vous, Daniel Bryan il a été éjecté, écrasé sur une table, tabassé par Jey Uso, qui a enfin compris et dit les mots, s'est rangé du côté de Roman Reigns. Donc peut-être que Bryan prendra sa place, voire prendra la 5e place, parce qu'évidemment, comme tout match 5 contre 5 des Survivor Series qui se respectent, on aime mettre des gens un peu en feud, en dysfonctionnalité, et qui s'aiment pas, et qui dans la même équipe, quoi. Donc évidemment, si on met soit Murphy, hein, par rapport à Rollins, qui vont d'ailleurs s'affronter vendredi, hein, il faut le dire aussi, soit Daniel Bryan, évidemment par rapport à Jey Uso, ça se raconte très facilement. Voilà. Et sinon, bah, une autre carte, ce serait Lars Sullivan, de façon à avoir encore un autre géant, on va dire, dans le match, et qui pourrait avoir des interactions intéressantes avec Braun Strowman et avec Keith Lee, en particulier. Voilà, ça peut avoir des matchs de mastodontes là, des face à face assez impactants. Ça peut être intéressant aussi à voir. Et l'intégration de géants, on va dire, dans des matchs, ça permet aussi, en général, traditionnellement, Survivor Series, ça peut permettre aussi de les éliminer très connement, de les protéger avec le traditionnel décompte à l'extérieur, parce que les deux géants vont se battre entre eux à l'extérieur, et hop, on les sort du match. Je pense que ça va arriver comme ça. Donc je pense que Braun Strowman, voire Keith Lee, pourrait se faire éliminer comme ça, mais en face, il faut du répondant. Corbin, bon, il a un peu ce rôle un peu de big man, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il va prendre le pin, Corbin, parce qu'il l'a tellement pris souvent le pin que ça posera pas de problème de le prendre. Mais je vois peut-être plus Lars Sullivan dans ce rôle-là si il devait participer au match. Donc il y a des histoires quand même à raconter. Et puis évidemment Jey Uso qui, pour l'instant, est en train de tourner heel et de se ranger donc du côté de Reigns, mais il est pas encore parfait dans son rôle, puisque évidemment il a encore il manque encore un peu de sauvagerie sur le ring, hein, et, il est pas encore très impactant. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant dans ces matchs, bah, Reigns maintenant il commence à intervenir, il entre sur le ring, il y a son thème qui retentit, il entre sur le ring, et dès qu'il entre sur le ring, il change complètement de visage, Jey Uso, il devient bien plus sauvage. Ça, c'est un peu comme une espèce l'urne justement de Taker. Hein, pour reparler de Taker, un peu comme l'urne de Taker, ça lui redonne des forces et ça le réveille, et là il devient invincible, un peu comme ça. La présence de Reigns le revigore, hein, c'est un peu comme un manager, quoi, le manager qui va remotiver ses troupes là, et voilà, qui va lui donner les consignes, ou alors comme s'il avait pris un senzu, quoi. Ça y est, ça le réveille et il reprend toutes ses forces, quoi. Ça c'est un élément qui peut être intéressant, parce que si Jey Uso est en difficulté dans ce match, voilà, qu'il est à terre, il est crevé, il en peut plus. Imaginez si le thème de Reigns se retentit et qu'il se pointe la Reigns sans intervenir, hein, juste en allant sur l'allée, sur la rampe. Là, Jey Uso va voir ça, et puis là, pareil, il va reprendre des forces, il va se transformer en Hulk, et là, il va peut-être surprendre tout son monde. Voilà, encore un élément de storytelling qui pourrait être intéressant, hein, que Reigns
apparaisse, sans intervenir physiquement, juste qu'il apparaisse. Voilà, ça peut être intéressant. Il y a Keith Lee, je pense, ça va être difficile de l'éliminer, Keith Lee. Hein. AJ Styles en tant que capitaine, personne ne veut de lui. Tout le monde dit, mais tu n'es pas mon capitaine. Donc ça, c'est la grosse dysfonctionnalité dans l'équipe. Riddle, lui, il essaye de mettre un peu de ciment dans l'équipe, il donne des surnoms un peu ridicules, hein, Fireface pour Sheamus, pour dire bah, à chaque fois que tu t'énerves, tu deviens rouge, donc ça me fait penser à ça, donc Fireface. Braun Strowman, c'est Mongoose, hein, la mangouste. Keith Lee, il a fait un jeu de mots, il avait fait Broly, la team Broly, voilà. Ben voilà, notre capitaine, quoi. Le capitaine, je sais plus comment il l'appelait, enfin un truc qui rappelait un peu son capitana, quoi, à AJ Styles. Il donnait des surnoms. Il a voulu le faire aussi avec Big Jordan, parce qu'il faut pas oublier Big Jordan. Hein. Alors il l'a appelé hier Almost. Alors je sais pas comment ça s'écrit. Je sais pas si c'est vraiment un surnom qu'il lui a donné ou si c'est son vrai nom. Faudra suivre ça. Almost, donc à Big Jordan. On a découvert qu'il parlait. Et il parle même anglais, le Big Jordan. Ça a étonné Jay Styles qui dit mais tu parles anglais, mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et l'autre il lui répond parce que tu me l'as jamais demandé. Non mais c'est con, mais au moins j'ai envie de dire ils font un effort pour au moins nous raconter quelque chose dans cette équipe de Raw. Et je trouve qu'AJ Styles est un peu le MVP à ce niveau-là. Il s'en sort très bien. C'est le mec qui veut jouer aussi les managers, remotiver ses troupes, essayer de donner un peu de lien dans cette équipe et se dire voilà, si vous voulez en gros n'essayez pas de vous battre entre eux, quoi. Concentrez-vous sur l'objectif, quoi. Arrêtons avec ces surnoms ridicules, là, les surnoms que donne Riddle. Arrêtons avec Sheamus qui a porté un brock kick à je ne sais pas qui. Arrêtons avec tout ça. Concentrez-vous sur l'objectif. Voilà. Et puis là, portez des t-shirts. Les fameux t-shirts rouges, hein, dégueulasses, là, avec Raw d'un côté et USA, hein, la chaîne USA Network de l'autre. D'ailleurs, donc ça veut peut-être dire que SmackDown vont avoir un t-shirt SmackDown d'un côté et Fox de l'autre. Hein, ce serait logique. S'ils portent leur t-shirt, ça va pas être beau. Hein. Ça va être encore dégueulasse. Bon, bref, ça c'est autre chose. Mais voilà. AJ, je le trouve plutôt divertissant, rigolo dans son rôle. Limit face, hein, j'ai envie de dire même. Limit face. Riddle, voilà, toujours dans son rôle. Un peu complètement un peu lunaire, quoi. Et Braun et Keith Lee qui sont plus dans les mecs qui veulent en découdre, quoi, voilà, entre les deux big men, hein, puisqu'ils ont eu aussi une petite feud aussi ces deux-là. Et Sheamus, intéressant aussi, puisque il se rapproche de Drew McIntyre depuis quelque temps. Il avait envie que Drew McIntyre soit le 5e. Il voulait qu'il soit dans l'équipe. Mais Drew lui a dit non, je suis désolé, mais on se connaît depuis longtemps, on est amis, c'est vrai, mais là, mon objectif, c'est de redevenir champion, de battre Orton. Donc, je suis désolé, mais je peux pas, quoi. Et ce qui était bien hier, c'est que, voilà, il a réussi il s'est adressé à sa mère, Sheamus, et il a reçu, grâce à sa mère, il a reçu une malle, donc un cadeau un peu de Sheamus, une malle avec sa vieille tenue, de ses débuts à SmackDown, quoi, la tenue avec le kilt, et une épée, quoi. C'était super badass, cette entrée là, avec cette tenue, ce kilt et cette épée là, c'était super cette entrée de McIntyre hier. Et ça serait pas mal hein, s'il est rentré comme ça aussi dimanche. Mais Sheamus se rapproche de lui, donc on se demande s'il va pas y avoir une future feud entre Sheamus et Drew McIntyre. Donc c'est pour ça que je me demande si Sheamus ne va pas survivre, parce que s'il survit dans ce match, il pourra dire le lendemain à Raw, t'as vu ma performance, j'ai survécu à Raw. Ce petit cadeau là que je t'ai fait là, avec le kilt et l'épée, t'as gagné le titre comme ça. Donc est-ce que j'y suis pas un petit peu pour quelque chose aussi dans ce titre. Et puis j'ai survécu là la veille là, Survivor Series, donc voilà, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc là, Drew McIntyre qui dirait oui, j'ai bien compris où tu voulais en venir. En gros, tu veux un match de championnat, c'est ça? Tu penses l'avoir mérité? Oui, voilà, oui, c'est ça. Et voilà, ils peuvent monter un truc comme ça. Peut-être faire une trahison, et puis Drew va peut-être... Sheamus va peut-être trahir Drew, voilà, faire une crasse. Parce que je pense pas que ça va partir en tag team. Voilà, ils vont pas partir en tag team. Drew McIntyre vient de reprendre le titre, donc ils vont pas partir en tag team. Mais plutôt faire une feud un peu de transition. À TLC, par exemple. Prochain pay-per-view. Drew contre Sheamus. Ça rappellera de bons souvenirs entre ces deux-là, entre les deux. Un match Écosse-Irlande. Hein, la Celtic Connection, comme il disait, Sheamus.
Voilà, ça peut être sympathique. Une feud intermédiaire, ça fera plaisir. C'est bien pour Sheamus parce qu'il a quand même mangé de la merde depuis son retour, hein, il faut le dire. Il a essuyé beaucoup de défaites, il a mis over plutôt les autres. Donc ça pourrait être sympathique s'il pouvait au moins avoir ce match de championnat. Que Drew peut-être aussi d'ailleurs en coulisses demander, hein. Ça peut être aussi un programme qu'il a demandé, voir si c'était possible. Ça peut être ça aussi. Donc je serais pas surpris que Sheamus survive dans ce match avec le capitaine et Jay Styles aussi, peut-être, et peut-être Keith Lee. Voilà, parce que je vois pas trop Keith Lee prendre le pin. Braun Strowman, je pense qu'il peut, si à Lars Sullivan, je pense que Lars Sullivan et Braun Strowman peuvent s'expliquer à l'extérieur et partir en décompte à l'extérieur. Éliminer. Riddle, d'ailleurs c'est un peu l'élément, l'un des éléments entre guillemets les plus faibles de l'équipe. Donc il peut être éliminé, je pense qu'il n'y aura pas trop de problème là-dessus, hein, parce qu'il a pris pas mal de pins, hein, de toute façon, dernièrement. Même s'il a l'air d'être un petit peu remonté dans les petits papiers de Vince, mais parce qu'il a été impressionné visiblement par le match entre Riddle et Sheamus, que Sheamus avait gagné d'ailleurs. Mais il avait été impressionné, et c'est vrai que c'était un très bon match. Peut-être que Riddle revient dans les petits papiers de Vince, et peut-être qu'il va survivre, mais je pense qu'ils vont l'éliminer, Riddle. Mais je pense que l'équipe va survivre assez fortement avec Keith Lee, AJ Styles et Sheamus. Voilà, je vois au moins ces trois-là. Et les autres, Owens, Corbin, Rollins, de toute façon, voilà, il est en feud avec Murphy, donc Murphy peut intervenir. Si c'est pas le cinquième, Murphy peut intervenir. Si c'est le cinquième, bah voilà, bon, même Murphy et Rollins, il va y avoir des merdes entre les deux, tout simplement, ça va être facile à booker. Rey Mysterio, je pense pas, c'est terminé maintenant. Ils ont fait un dernier match vendredi. Rey Mysterio n'interviendra pas là-dedans. Et il sera pas non plus, il se qualifiera pas non plus. Il sera pas dans un match de qualif. Hein, c'était, il y a pas besoin. Et puis c'est Corbin a pris la place. Donc c'est pas la peine de refaire un match pour Mysterio quoi. Donc plus Murphy quoi, en élément qui pourrait faire éliminer Rollins. Kevin Owens, il a rien quoi. Il a pas de programme, il fait que dalle. Il peut perdre, il y aura pas de problème. Et Jiuzo, un élément intéressant, qui est peut-être le plus intéressant de tous, par rapport à ce qui se passe actuellement avec Bryan d'un côté et évidemment Roman Reigns de l'autre, et son personnage qui est en train d'évoluer. Mais pas encore tout à fait quoi. Il est en train de compléter son heel turn petit à petit, mais il est pas encore, il est encore un peu naïf, un petit peu, il fait un peu le kéké quoi. Il est pas encore focus sur l'objectif. Il est pas encore comme Reigns quoi. Il faut le recadrer ce type quoi. Il faut le recadrer et Reigns essaye quoi. Mais je pense qu'il va falloir qu'il emploie la méthode forte quoi, pour qu'il comprenne. Hein. En tout cas, lui, Drew McIntyre, il a compris et il a pris le titre. Voilà, donc pronostic, je donne la victoire à Raw quoi. Victoire à Raw, ça ferait 4-2, donc victoire de Raw 4-2 dans la confrontation directe. Dans les confrontations directes, victoire de Raw 4-2. Parce que la dysfonctionnalité me pousse toujours vers l'inverse quoi, vers une victoire. Et c'est comme les filles quoi, parce que finalement on a des configurations assez similaires, hein, relativement similaires, même si du côté des filles on a vraiment deux filles qui se tirent la bourre entre Baszler et Jax, un peu pour dire en gros c'est moi la meilleure. Et à Raw, il y a pas vraiment deux mecs qui se tirent la bourre pour se dire ça. C'est plus un mec qui veut essayer de jouer l'unité quoi. Donc c'est un petit peu différent, mais la dysfonctionnalité elle est présente dans les deux équipes, ça c'est sûr. Donc j'ai envie de donner la victoire à Raw également pour les hommes. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce Survivor Series pour les pronostics. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, ben c'est vrai que c'était pas facile à faire ces pronostics parce que je réfléchissais en direct et c'est hyper compliqué parce que c'est vrai que y a pas de storyline véritable dans la plupart des matchs. C'est un peu des matchs gratuits, des matchs de gala. Donc pour se faire une idée, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais attendre le prochain SmackDown qui va peut-être m'aider à affiner mes idées, mes pronostics. Donc on verra. Donc je vais peut-être changer de pronostic que dimanche. Donc je vous dirai ça la semaine prochaine, voir si je vais changer ou pas. On se retrouvera lundi ou mardi, donc au plus tard, pour la review, en espérant que je ne m'énerve pas par rapport au segment de Taker. Hein, je croise les doigts. Ce show, voilà, me hype à moitié, mais il peut y avoir des trucs sympathiques, des trucs très très sympathiques à voir, et notamment tout ce qui se passe autour de Taker. Ça va être vraiment bien. Et puis des matchs qui vont être très sympathiques. Asuka, Banks, New Day, Street Profits, et les matchs tag
les matchs 5 contre 5 qui peuvent être vraiment sympas, et puis Reigns ou McIntyre. Voilà, finalement, tout peut être intéressant, hein, à part Lashley Zane. À part Lashley Zane, ça c'est vraiment Osef. Le reste est très, ça demande à être vu, hein. Ça demande vraiment à être vu, quoi. Donc j'attends de voir ça. Et puis bien sûr, des interventions surprises, le film bien sûr qu'on attend, Orton peut-être, voilà. Et puis tous les invités surprises du segment Taker, évidemment. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne semaine. Mes amitiés à Papy Catch, à Jack Jones, J. Mark Sens, à Cody et Enzo des Rebuts du Catch. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon fil Twitter, à liker la vidéo, bien sûr, à partager, à vous abonner, comme d'habitude. Voilà, on essaye de faire grandir la communauté. Et donc on se retrouve donc là, dès la semaine prochaine, donc dès que possible, pour la review complète du pay-per-view. Passez une bonne semaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo! Ciao tous.